Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. En République démocratique du Congo, les forces armées poursuivent leur offensive pour récupérer les territoires conquis par les forces rebelles du mouvement M23 dans le nord-est du pays. Des affrontements violents qui se sont intensifiés ces derniers jours. Crise politique au Mali, l'ONU alerte et indique que la situation dans le pays reste extrêmement préoccupante et déplore l'absence de progrès dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Et puis, développement de l'agro-industrie en Afrique. L'agro-industrie, l'une des thématiques qui était au cœur des missions économiques et commerciales de la francophonie, organisée fin mars en Asie du Sud-Est et qui a réuni de nombreux acteurs du secteur agroalimentaire africain. Mais tout d'abord, le président rwandais Paul Kagame entame une visite d'État ce lundi 11 avril au Congo. Il sera reçu à Brazzaville par son homologue Denis Sassou Nguesso. Au programme, signature de divers accords avec le président Sassou Nguesso, une visite à l'Assemblée nationale où il doit s'adresser au Parlement congolais également. Notant que plus de 8000 ressortissants rwandais installés au Congo ayant fui le génocide de 1994 n'ont plus leur statut de réfugiés depuis fin 2017. Aujourd'hui, il sollicite une intégration locale. D'aucuns espèrent que cette problématique sera au cœur des discussions entre les deux chefs d'État. En République démocratique du Congo, les combats entre l'armée et les rebelles du M23 dans la région du Nord Kivu se sont intensifiés ces derniers jours. L'armée congolaise a lancé une offensive dans la région avec pour objectif de récupérer les zones conquises par les rebelles du M23 en territoire de Rutshuru notamment. Le mouvement rebelle M23 est accusé depuis novembre 2021 d'avoir attaqué plusieurs positions militaires. Le point sur la situation avec Philomène Tina. La province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est le théâtre de combat entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du 23 mars M23. Plusieurs localités dans la région de Rutshuru, dans le Nord Kivu, sont maintenant sous le contrôle du mouvement M23 selon des sources locales. Ici, on note surtout l'incapacité de l'armée congolaise de prendre position sur les hauteurs des collines du Nord Kivu, à l'instar des rebelles du M23, et ce qui met les populations en souffrance. Et on se pose la question sur comment les rebelles ont pu être surarmés. Et je crois que c'est dans cet élan que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a choisi d'intégrer la communauté est-africaine pour espérer avoir une sécurité renforcée afin de sortir les populations de ces souffrances. Les forces armées de la République démocratique du Congo tentent de récupérer les positions reprises par le M23 ces dernières heures. Leurs affrontements à quelques kilomètres de Rutshuru centre ont installé la psychose chez les populations. Les habitants ont fui vers l'Ouganda voisin, mais aussi dans d'autres groupements du territoire. C'est un conflit qui a trop duré et les populations payent le prix fort. Il y a en tout cas un fort soupçon du soutien rwandais aux rebelles du M23, soupçon qui a été fortement commenté ces derniers temps, tant par les dirigeants de la RDC que les dirigeants du Rwanda. C'est depuis le mercredi 6 avril dernier que l'armée de la République démocratique du Congo a lancé une offensive contre le mouvement rebelle M23. Celui-ci a été accusé par les forces armées congolaises d'avoir abattu l'hélicoptère dans lequel ont péri le 29 mars 2022 8 casques bleus de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. 1 an et demi après que l'armée a pris le pouvoir par la force au Mali, aucun progrès notable dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 n'a été observé selon des responsables des Nations Unies. El Gassim Wane, émissaire de l'ONU pour le Mali, l'affirme. La situation est extrêmement préoccupante et le massacre présumé de civils dans la ville de Moura, au centre du pays, en serait l'une des preuves. Ce dernier appelle au maintien de la MINUSMA et de ses troupes au Mali. Philomène. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est penché sur la situation au Mali le jeudi 7 avril dernier. L'organe exécutif de l'ONU indique qu'il n'y a pas eu de progrès notable dans la mise en œuvre de l'accord de paix et la situation reste extrêmement préoccupante dans ce pays. Face à ces défis, il est impératif que le niveau de capacité de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali et de ses troupes, soit maintenu, indique l'ONU.
La situation du pays dans son ensemble n'est pas bonne. C'est pas seulement la lettre de ces gens donnés qui nous ouvrent les yeux sur la lettre du pays. Le contexte n'est pas favorable depuis 10 ans et c'est détruit récemment malgré les efforts qu'on a constatés au plan sécuritaire. Même si on peut souligner une certaine amélioration, la situation sécuritaire avec la diminution de cette attaque aujourd'hui, la polémique est réelle et elle a eu lieu aussi au cœur de la population malienne. S'agissant de la situation sécuritaire, une reprise des violences dans la zone des 3 frontières a été notée ces derniers mois, indique El Gassim Wan, l'émissaire de l'ONU pour le Mali. Il rappelle que le statu quo actuel entrave la paix et prive les populations locales des dividendes de la paix auxquels elles aspirent. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire est simple. Il s'agit de rassembler les Maliens autour d'un projet commun. Il s'agit de mettre fin à ces querelles de clochers qui ne font pas avancer le pays aujourd'hui. Au-delà de ça, il faut qu'il y ait des discussions avec la CEDEAO. On espère que ça va avancer vite et que nous puissions trouver un calendrier consensuel. Selon l'émissaire de l'ONU pour le Mali, le mois de mars a été particulièrement meurtrier pour les civils avec la multiplication d'attaques de groupes terroristes dans certaines localités du pays. D'ailleurs, l'armée malienne est accusée d'un massacre de plus de 300 personnes à Moura, un village du centre du pays qui a fait l'objet entre le 23 et le 31 mars d'une vaste opération militaire. L'agro-industrie serait l'avenir du développement en Afrique. C'est du moins ce que pensent de nombreux experts. Au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est également une idée qui est partagée. L'agro-industrie était d'ailleurs un segment important de la première mission économique de la francophonie en Asie du Sud-Est en mars dernier. Les opérateurs économiques africains du secteur qui y ont pris part ont pu bénéficier de multiples opportunités. Reportage signé Viviane Baoken et Roberto Bokpe. En 2017, la production annuelle du lac Tanganyika était estimée à 20 000 tonnes de poissons pour un potentiel estimé à 450 000 tonnes de poissons par an. Des statistiques qui démontrent que les eaux de la République démocratique du Congo sont sous-exploitées. C'est donc pour répondre à cette problématique que Jean Makambo, opérateur économique dans le domaine de l'agro-industrie, a tiré profit des missions économiques de la francophonie en mars 2022. En prospection pour l'acquisition des bateaux de pêche, il s'en sort confiant. Les poissons pourrissent sur l'eau congolais. On se réveille le matin, on voit les poissons. Un poisson décède comme ça et puis parce qu'il n'est pas exploité. Or, il y a des familles qui y ont besoin de ces poissons-là. La raison pour laquelle nous voulons faire ce qu'on appelle l'aquaculture, c'est-à-dire pêche maritime. Nous allons exploiter l'eau congolaise à travers des lacs, comme j'avais dit tout à l'heure là, à travers le fleuve Congo et aussi dans une partie de l'océan. Pour rester dans le sillage des retombées des missions économiques de la francophonie, la Fédération ghanéenne du café, présente au travers de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, est allée chercher des solutions techniques pour la production et la transformation à l'échelle industrielle de ces cafés Robusta. Le Vietnam est le leader dans la culture de café Robusta et pendant les rencontres B2B, j'ai pu m'entretenir avec des acteurs de mon choix ainsi que d'autres qui ont remarqué la présence du Ghana. Nous essayons de construire des partenariats qui nous permettront d'apprendre de l'expérience du Vietnam dans la culture du café Robusta. Nous envisageons aussi de promouvoir les exportations de café du Ghana vers le Vietnam ou encore le Cambodge. Il existe des personnes intéressées par ce type d'échange. Après les missions économiques et commerciales de la francophonie de mars 2022, place à celle de juillet au Gabon et au Rwanda, des pays qui ont en partage la volonté d'accélérer la transformation et la diversification de leurs économies en misant sur le développement des investissements publics et la mobilisation des investissements étrangers. Les opportunités qu'offre la ZLECAf au cœur d'un programme porté par le Club de développement de l'Afrique du groupe marocain Attijari Wafa Bank et SCB Cameroun. Lancé fin mars, le programme Soufawe Stand Up for Women Entrepreneurs entend accompagner les femmes entrepreneurs en zone CEMAC. Objectif, leur garantir un accès aux réseaux et corridors d'affaires et d'informations fiabilisés qui leur permettront de vraiment tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Roberto Bokpe.
La zone de libre-échange continentale africaine, malgré son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, n'a pas encore été assimilée par toutes les strates qui font l'économie du continent. Si les décideurs au niveau des États semblent cerner tous ses contours ou presque, ce n'est pas encore le cas des femmes, actrices des très petites entreprises, très importantes dans la stratégie du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Quand vous discutez avec une entreprise qui gère sa PME ou qui gère sa réalité quotidienne, il est difficile de pouvoir trouver chez elle les langages du business traduits par rapport aux bénéfices qu'apporte cette zone de libre-échange. Dans sa démarche pour inscrire ses partenaires dans la réalité de la zone de libre-échange continentale africaine, le Club Afrique Développement opte pour la pédagogie. L'idée est d'amener progressivement différents acteurs à assimiler les codes de cet instrument qui promet de gros avantages à travers les échanges intra-africains. Aujourd'hui, en revanche, notre responsabilité est de mettre et de ramener et de rappeler ce qu'apporte cette zone de libre-échange au niveau des entreprises pour les pousser à emprunter les corridors qui sont ouverts aujourd'hui pour pouvoir booster le business intra-africain. Donc les analystes et les dispositions prises indiquent que ça sera vraiment majeur en termes de conséquences, mais non, nous n'en sommes qu'au début. En développant des chaînes de valeur régionales, à l'exemple de l'automobile, l'agro-industrie, la pharmacie, il y a de quoi tirer parti de ce marché d'1,3 milliard d'habitants avec un PIB combiné à ce jour d'environ 3,4 milliards de dollars. Les femmes entrepreneurs comptent y apporter leur part et tirer les avantages qui en découleront. La page sport à présent. Gelson Fernandez, nouveau Monsieur Afrique de la Fédération internationale de football. L'ancien milieu de terrain suisse d'origine capverdienne est désormais directeur régional de la division association membre de la FIFA pour l'Afrique. Gelson Fernandez devra suivre les activités des fédérations africaines. Il entame sa mission le 1er août 2022. Un portrait signé José Douglas. Avec la nomination par la FIFA de Gelson Fernandez au poste de directeur régional de la division Association membre pour l'Afrique. Mais qui est Gelson Fernandez? Je suis né au Cap-Vert, j'ai grandi au Cap-Vert jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, j'ai rejoint la Suisse et je suis devenu international suisse par la suite. Ouais, quelques clubs en Europe, Saint-Etienne, Rennes, Manchester City, Leicester, Sporting Lisbonne et Udinese en Italie, mon club formateur à Sion. Et voilà, maintenant je suis à la retraite. L'ancien international capverdien prendra ses fonctions à compter du 1er août 2022. Il sera chargé de superviser les services en vue de renforcer le développement des associations membres africaines à travers le programme Forward de la FIFA. Âgé de 35 ans, ancien milieu de terrain, il nous parle de son regard et son point de vue sur l'évolution du football capverdien. Oui, beaucoup évolué. On a des joueurs de grand talent dans notre diaspora, vraiment des joueurs qui ont vraiment des qualités intrinsèques fortes. Notre sélection nous rend honneur. Je pense qu'on est une nation qui aujourd'hui compte sur le continent africain, qui démontre sa valeur. On l'a vu lors de la dernière CAN. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré après une magnifique carrière de joueur, il a acquis une expérience qui lui permettra de remplir sa nouvelle mission avec brio. Quant à Gelson Fernandez, il a dit « C'est un grand honneur et je suis très fier de rejoindre la FIFA. Cette mission qui démarre au mois d'août me permet de revenir à mes racines, d'exprimer ma gratitude à ce continent et de tout donner pour le football africain. C'est un défi de taille que je relève avec beaucoup de fierté. » C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.